Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs pays africains ont été sanctionnés par la communauté internationale au cours de leur histoire. Le continent réclame la présence d'un membre permanent africain au Conseil de sécurité de l'ONU. En République démocratique du Congo, le rôle de l'État dans l'éducation supérieure est remis en question. Aucune université du pays ne serait répertoriée dans un récent classement des meilleures universités africaines. Au Burkina Faso, les avocats du défunt Thomas Sankara ont fait le point sur l'évolution du dossier. Le président du Conseil national de la Révolution avait été assassiné le 15 octobre 1987 à la suite d'un coup d'État. Une dizaine de pays africains se sont retrouvés sous le coup de sanctions des Nations Unies dans leur histoire. Être représenté par un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies s'avère désormais être une priorité pour le continent africain. Reportage de Djibril Fofana, commentaire Siamlo Victoria Sedji. Les parlementaires panafricains s'insurgent contre les sanctions économiques à l'égard de certains pays du continent. Au total, 15 États africains ont été au cours de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. L'Union européenne et les États-Unis utilisent ces mesures coercitives comme solution à des crises politiques et humanitaires. Décrétées souvent de manière unilatérale, ces sanctions ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'elles sont commerciales et économiques, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables. 2 pays sur le continent symbolisent ces situations, le Soudan, victime des sanctions des États-Unis depuis près de 2 décennies, et le Zimbabwe, qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis 2012. Nous dénonçons vigoureusement les sanctions contre les pays du continent, à l'instar de celles qui frappent aujourd'hui le Zimbabwe et le Soudan, et les déclarons illégales et illégitimes. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces sanctions et l'impérialisme est de nous unir à travers un gouvernement continental. Une unité continentale qui renforcera la capacité de l'Afrique à influencer les décisions la concernant, c'est ce qui justifie la volonté des États africains à exiger 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus des Uluni en 2005. Seulement, voilà. Le continent ne parvient toujours pas à harmoniser sa position sur les pays qui pourraient le représenter au sein du Conseil de sécurité. Les chefs d'État doivent réfléchir, mener la réflexion, poser des critères de sélection. Parce qu'une fois qu'il y a ces critères, qu'on soit unanime là-dessus, on évalue tous les États qui posent leur candidature. Et au fur et à mesure, on élimine, et au bout du compte, on retiendra 2 ou voire 1. Je pense qu'il vaut mieux mener cette stratégie, mener cette démarche pour éviter les frustrations et éviter l'exclusion pour ne pas avoir vraiment à créer des problèmes. Et afin que l'Afrique parle d'une même voix au sein de ce futur Conseil de sécurité des Nations Unies qui va voir le jour. Les parlementaires panafricains sont aujourd'hui mobilisés pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Une institution dénommée l'Alliance parlementaire panafricaine pour la réforme du Conseil de sécurité a été créée dans ce sens. Elle a pour mission de donner une impulsion au travail réalisé par le C10, un comité de 10 chefs d'État établi par l'Union africaine pour une position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. Au Soudan du Sud, une partie de la classe politique s'est inquiétée de la situation que traverse actuellement le pays. Les membres du groupe, les anciens prisonniers politiques, ont tiré la sonnette d'alarme ce mercredi 12 octobre quant à la destruction délibérée des récoltes et des réserves de nourriture ainsi que des assassinats de civils. Le 8 octobre, une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans l'attaque d'un camion à Djouba. En Algérie, le gouvernement a présenté un projet de loi de finances 2017 le 4 octobre en Conseil des ministres. Un programme marqué par des mesures d'austérité axées sur la maîtrise des dépenses publiques. Corinne Kandem. Le Conseil des ministres algérien a présenté ce mardi 4 octobre un budget prévisionnel pour l'année 2017 qui annonce des mesures d'austérité pour la 3e année consécutive. Le
Le gouvernement d'Abdelmalek Sellal doit faire face à la crise financière qui secoue l'Algérie. Pour ce faire, la maîtrise des dépenses publiques est primordiale. La baisse drastique de la manne pétrolière et surtout les réserves de l'Algérie a poussé les dirigeants politiques à d'abord entrer dans une autre logique de la gestion du pays. C'est-à-dire qu'on voit que la rente a ses limites et que la réalité rappelle l'Algérie à une conduite différente de ses affaires économiques surtout et de sortir pour aller vers une économie dynamique. Le défi algérien tourne autour de ça aujourd'hui. Objectif, réduire de moitié le déficit budgétaire calculé à 8% du PIB en 2017 contre 15% en 2016. Au programme, réduction à 28% des dépenses d'équipement, gel de plusieurs projets prévus dans le programme quinquennal 2014-2019 et hausse du prix des produits de base comme par exemple les cigarettes ou la banane. Les budgets se réduisent. L'Algérie découvre le principe de l'ajustement de la réalité par rapport aux moyens budgétaires de l'Algérie et je pense que c'est un choc culturel qui est très fort et qui va laisser aussi des traces dans la société parce que jusqu'ici, le pays a payé la paix sociale par des augmentations de prix, par des situations de confort. Et tout cela n'est plus possible aujourd'hui. L'Algérie va se convertir, est obligée de se convertir au réalisme économique et elle va s'adapter à cette situation par tous les moyens. Comme l'an dernier, cette mesure d'austérité ne fait pas l'unanimité au sein du Parlement algérien. Des députés ont déjà manifesté leur désaccord concernant la mise en place du projet de loi de finances. Au Cameroun, le projet de renforcement de stabilisation des réseaux de transport d'électricité de Yaoundé progresse. Le gouvernement a signé le 1er octobre 3 conventions avec Deutsche Bank Espagne. Ces accords doivent permettre de financer l'achèvement de la boucle électrique de Yaoundé. La République démocratique du Congo compte près de 400 instituts supérieurs et universitaires. Pourtant, aucun d'entre eux ne figure dans le classement des meilleures universités africaines du site University Web Rankings, une situation que les observateurs imputent à l'État. Reportage de Jacques Amboka. Les universités de la RDC sont exclues du classement de 200 meilleures du continent, selon la publication 2016 du site University Web Rankings. Malgré les mesures d'assainissement qui ont conduit à la fermeture de plusieurs universités et instituts supérieurs jugés non viables dans l'ensemble du pays en 2015, l'enseignement universitaire congolais a encore un long chemin à parcourir pour être bien coté, selon des spécialistes. C'est vrai que quelque part, déjà, ça me surprend qu'un pays comme la RDC, et avec l'enseignement qu'elle octroie de ne pas faire partie du top des 100, c'est vrai, c'est écœurant. Mais moi, je me dis que c'est simplement que le gouvernement, le politique, doit essayer de revoir ça. Mis à part la question d'infrastructure, plusieurs mots, notamment la corruption, le calendrier académique non respecté, gangrènent les milieux universitaires de la RD Congo. Le mal étant si profond que les efforts que fournissent les autorités semblent ne pas donner des résultats probants. Nous avons trop de réformes qui déforment. Les Congolais se sont réunis en 1996 au Palais du Peuple pour les États généraux de l'enseignement de l'éducation nationale. Fort malheureusement, rien n'était appliqué. Les Congos étaient les premiers pays en Afrique d'avoir le master, le MPH, installé à l'Université de Kinshasa par le programme Sanrou. Mais fort malheureusement que jusqu'à présent, même la nomenclature de nos diplômes n'est pas encore la nomenclature universelle. Le classement des meilleures universités du continent, publié en 2015, avait placé l'université de Kinshasa, la première du pays, à la 162e position. Ne pas la retrouver dans le top 200 doit être matière à réflexion pour les autorités congolaises, appelées à réorienter les systèmes de l'enseignement dans son ensemble en mettant des moyens nécessaires d'une part et luttant contre la corruption dans le milieu universitaire. Au Burkina Faso, les avocats du capitaine assassiné Thomas Sankara ont fait le point sur l'avancée du dossier le 12 octobre à Ouagadougou. Ils assurent avoir fait plus d'avancées dans cette enquête en 22 mois qu'en 18 ans. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo.
22 mois après une instruction qui a débuté sous le gouvernement de la transition, le conseil d'avocats de la famille de feu le président Thomas Sankara fait le bilan lors d'un point de presse ce mardi 12 octobre 2016 à Ouagadougou. Un bilan marqué par des satisfactions en des points, d'autant plus que 18 ans auparavant, sous Blaise Compaoré, rien ne prédestinait un tel état d'avancement, à en croire le conseil. Déjà, il y a des infractions qui sont identifiées. On vous parle d'assassinat, on vous parle de complicité, on vous parle d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est la preuve que des individus ont posé des actes criminels et doivent répondre au regard de leur responsabilité pénale. Au titre des auditions, les avocats font état d'une centaine de personnes interpellées et 14 inculpés dont le général Diendéré incarcéré. Sont cités parmi les témoins entendus des politiques, à l'instar de l'actuel président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo, des militaires et d'anciens compagnons du président Sankara. Cependant, si rien n'est encore certain quant à la date d'ouverture du procès, pour la jeune génération, l'important c'est de souhaiter un procès historique et équitable, peu importe le temps que prendra l'instruction. C'est un repère sûr par rapport à l'espérance et toutes les valeurs que l'homme a promues. Et je pense qu'il est un terreau important pour nous dans lequel nous devons puiser si nous voulons garder cette ligne de l'intégrité, de la dignité et surtout de l'espoir. Également mis en accusation dans cette affaire, l'ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et Hyacinthe Kafando font l'objet d'un mandat d'arrêt international et sont tous deux visés par une procédure d'extradition entrée en vigueur respectivement les 7 et 11 mars 2016, selon le porte-parole principal des avocats, Maître Bénéwendé Sankara. En plus de cet acte dont l'exécution pourrait permettre au juge de boucler le dossier, les questions des résultats de la contre-expertise et des commissions rogatoires sont d'autres éléments essentiels de la procédure dont les avocats espèrent qu'ils connaîtront à leur niveau des avancées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.